et bienvenue dans votre 7-8 l'hebdo, 26 minutes pour revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine, au sommaire de ce vendredi 22 novembre. 2 associations pour une journée nationale, les sciences de l'ingénieur au féminin. Objectif démontrer aux jeunes filles que l'ingénierie n'est pas réservée aux garçons, reportage à suivre au collège Alexandre Dumas de Maurepas. Après l'immolation d'un étudiant devant le Crous de Lyon le 8 novembre dernier, ils sont nombreux à dénoncer la précarité qu'ils subissent. Nous ferons le point avec le vice-président étudiant de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le Premier ministre et la ministre du Travail à Guyancourt, la ministre de l'Enseignement supérieur à l'UVSQ et le haut-commissaire aux retraites à Vélizy. Cette semaine, les Yvelines ont accueilli de hautes personnalités de l'État. Et pour débuter cette édition, une nouvelle étape dans la fusion des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Jeudi, le comité du syndicat mixte ouvert Yvelines Numérique a entériné l'adhésion des Hauts-de-Seine. Le premier opérateur interdépartemental à la disposition des collectivités s'appellera désormais Seine et Yvelines Numérique. Nous avons trouvé, grâce à la constitution de ce syndicat et après un appel d'offres, un prestataire qui ne coûte rien au département, TDF, et qui est en train de se déployer sur l'ensemble du département des Yvelines. Donc puisque ce déploiement se passe bien, puisque nous avons le projet de nous rapprocher avec les Hauts-de-Seine, il est maintenant logique que les Hauts-de-Seine, qui ont leur propre réseau de fibres avec une autre société, puissent venir dans le syndicat numérique. Ce que ça va changer, c'est que sur nos différentes compétences en matière de services, numérique pour l'éducation, vidéoprotection et d'autres compétences à venir ultérieures, nous allons travailler sur une assiette beaucoup plus large et donc beaucoup plus pertinente, avec à la fois plus de richesse en termes de remontée de terrain, mais aussi une meilleure mutualisation et une meilleure efficacité des projets que nous mettons en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que si on double le territoire, on ne double pas les effectifs, on voit donc très bien les effets de la mutualisation. Et l'identité visuelle de Seine et Yvelines Numérique sera dévoilée le 17 décembre. Les femmes ne sont que 21% à être ingénieurs. Pour pallier ce chiffre, les associations Elle Bouge et l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles ont lancé une journée nationale, les sciences de l'ingénieur au féminin. La 7e édition se tenait jeudi 21 novembre. 18 000 jeunes femmes ont été sensibilisées, comme celle au collège Alexandre Dumas de Maurepas. Aurélie Ronze s'est glissée parmi elles. Ingénieur, c'est aussi pour les femmes. Pour certaines de ces 80 élèves de 4e, c'était une découverte. Leur collège participait à la 7e journée nationale des sciences de l'ingénieur au féminin. Il n'y a qu'une minorité de femmes qui font ce genre de métier. Et pour dire que c'est aussi accessible pour les femmes. On connaissait juste des hommes, des cadres. J'ai jamais connu de femmes ingénieures. Comme témoins, des femmes ingénieurs. Sahar Nedelec est chef de service chez Bouygues Travaux et Publics. Elle se déplace dans les collèges franciliens depuis 4 ans. C'est très important parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé, il y avait peut-être 5% des femmes dans ces métiers-là. C'est pas normal. Normalement, dans les entreprises, il doit y avoir une représentation équitable de la société. Les femmes sont autant compétentes que les hommes. Le collège de Maurepas participait pour la première fois à cette journée, 3 heures d'échange avec des questions sur le salaire, sur l'égalité entre hommes et femmes et sur les choix d'orientation. Peut-être qu'elle ne se questionne pas encore, mais nous on aimerait qu'elle se questionne, qu'elle commence à se questionner, parce qu'effectivement en fin de 3e il faudra faire un choix d'orientation. C'est jamais long et difficile quand on aime ce qu'on fait des fois effectivement j'ai aussi expliqué qu'à des moments on peut se tromper, on peut faire un choix, se tromper et puis changer, c'est pas grave, on a le droit à l'erreur. Cette journée concerne près de 20 000 jeunes filles. Sur l'année 2017-2018, les femmes n'étaient que 27% dans les formations d'ingénieurs. Je ne veux pas ici commenter ce qu'a fait cet étudiant. Il y a d'abord une enquête qui est en cours, il y a sa souffrance, celle de sa famille. Mais elle nous rappelle, sans nous le faire découvrir, les difficultés de la vie étudiante, les difficultés auxquelles notre jeunesse est aussi confrontée aujourd'hui quand elle a à étudier, parfois à travailler, quand elle doute de l'avenir.
Le 8 novembre dernier, un étudiant de Lyon s'immolait par le feu devant le Crous de son université. Avant de passer à l'acte, il avait posté un long message sur son compte Facebook dénonçant les conditions de vie des étudiants. D'après une enquête de l'INSEE en 2016, 20,8% des étudiants se situaient sous le seuil de pauvreté contre 12,8% de la population. 4 jours après cette tentative de suicide, des étudiants manifestaient contre cette précarité étudiante. Une intersyndicale a appelé à une nouvelle manifestation le 26 novembre prochain pour demander un plan d'urgence. Pierre-Antoine Suarez, vous êtes le vice-président étudiant de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. C'est vous qui représentez les étudiants au comité de direction de l'UVSQ. Je précise aussi que vous êtes représentant du syndicat Lafage à l'UVSQ. Bonjour. Bonjour. Alors cette précarité étudiante, est-ce que vous la constatez à l'UVSQ ? On la constate, oui, la précarité étudiante, on la voit ne serait-ce que par le fait qu'il y ait des étudiants boursiers. Ces étudiants boursiers, c'est les étudiants qu'on connaît. Après, il y a toute une précarité qu'on ne connaît pas. Je parle des étudiants internationaux qui, eux, n'ont pas accès à la bourse et dont on sait qu'ils vivent en situation de précarité. Et il y a tous ces étudiants qu'on n'arrive pas à toucher, malgré les dispositifs qui sont développés par l'UVSQ et par le Crous et par les différentes agences sociales de l'État. On la constate au jour le jour, il y a de la précarité partout, il y a de la précarité pour le logement, il y a de la précarité pour se nourrir, pour l'accès aux soins, il y a la précarité qui fait que les étudiants se mettent à travailler parce que sinon ils ne peuvent pas survivre pendant leurs études. Tout ça, pour moi, ce sont des agents de précarité. On va prendre justement ces points. Je vais parler du logement. Fin août, le syndicat étudiant UNEF publiait son classement annuel des villes selon le coût de la vie étudiante. Un calcul à partir d'un socle commun fixe sur les coûts de base, le logement et les transports. Il en ressortait que Guyancourt serait la 4e ville la plus chère avec des dépenses mensuelles moyennes d'un étudiant de 1 066,65 € et un loyer moyen de 670 €. Comment font les étudiants ? Il y a à peu près un étudiant sur 2 qui se salarie. Déjà, donc ça pour moi c'est un facteur qui handicape la réussite des étudiants. Il y a des étudiants qui ont recours aux bourses, il y a des étudiants qui se salarient à hauteur de 35 heures par semaine en plus de leurs études. Il y en a qui s'endettent aussi, on voit de tout. Justement, d'après une enquête sur les conditions de vie des étudiants en 2016, ils sont 46% à travailler. Vous l'avez un peu évoqué, le salariat étudiant, ça peut mettre en péril ses études. Bien sûr, quand on passe entre 15 ou moins même, mais jusqu'à 35 heures de son temps hors études sur un emploi, c'est 35 heures en moins qu'on n'a pas pour aller dans les amphithéâtres, pour aller dans les travaux dirigés ou dans les travaux pratiques. C'est 35 heures en moins qu'on n'a pas sur le temps pour réussir ses études, pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Est-ce que finalement ce coût de la vie étudiante ne remet pas un peu en cause le principe d'égalité des chances à l'université ? Bien sûr, à partir du moment où il y a des étudiants qui arrivent et qui n'ont pas besoin de se salarier, des étudiants qui arrivent et qui sont issus de familles qui permettent de les héberger et qui ont un repas chaud tous les soirs et tous les midis, qui peuvent en plus prendre un petit déjeuner le matin, et à partir du moment où il y a de l'autre côté des étudiants qui n'ont pas accès à des soins réguliers, qui ne peuvent pas aller chez le dentiste parce que ça coûte cher, ou qui renoncent à se faire soigner pour des problèmes optiques, de yeux en tout cas, parce qu'ils n'ont pas les fonds pour y subvenir, oui, c'est une rupture d'égalité des chances. Alors cette semaine, l'UVSQ a reçu la visite de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a notamment découvert l'épicerie solidaire qui est mise en place à l'UVSQ. On regarde ce reportage de Mickaël Elmidero et Patrick Jaïdo-Dixmude. La précarité étudiante au centre de la visite de Frédérique Vidal à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. La ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendue dans l'Agorae, une épicerie sociale et solidaire installée à l'intérieur de la faculté et gérée par des étudiants. Évidemment, le rôle épicerie et le rôle solidaire est très important. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le mot social. C'est aussi un endroit où les étudiants qui parfois, parce qu'ils viennent de quitter leur famille et se retrouvent seuls, peuvent échanger, peuvent partager les choses. On néglige trop souvent la question de la solitude. Et la précarité, ça enferme aussi dans la solitude. L'épicerie ouverte depuis septembre 2018 à Guyancourt propose des produits alimentaires et d'hygiène. Les tarifs entre 10 et 20% du prix du marché. On voit que la ministre est touchée par ce qui se passe, par ces actions-là, qu'elle les soutient et donc ça pourrait encore favoriser le développement aussi d'autres agorae ailleurs et puis d'autres structures en règle générale pour aider les étudiants.
La ministre est également venue pour annoncer officiellement la création d'un numéro d'urgence, objectif aider les jeunes à mieux connaître les aides. Je viens encore de le constater ici, ce qu'on me dit c'est la difficulté pour un jeune qui se trouve dans une situation de précarité, peu importe qu'elle soit soudaine ou qu'elle soit constante, etc. Donc mettre en place ce numéro d'urgence, c'est une façon de dire aux jeunes vous pouvez téléphoner et ensuite on va s'occuper de vous et vous diriger vers les bonnes personnes. Le numéro d'urgence devrait être actif d'ici la fin de l'année. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 5% des étudiants sont en situation de précarité. Pierre-Antoine Suarez, les étudiants ils se montrent solidaires à l'image de cette épicerie. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont mises en place comme celle-ci ? Initiative étudiante, oui, il y en a quelques-unes. Il y a une autre association de l'UVSQ qui a mis en place un potager solidaire et qui a mis en place ce qu'ils appellent des cagettes vertes. En fait, c'est une AMAP qu'ils ont réussi à solliciter par des producteurs locaux et qui se déplacent directement au sein de l'UFR des sciences sociales et de l'IECI. Ils proposent des paniers de 5 kilos toutes les semaines maintenant à hauteur pour 3 €. C'est un prix de revient pour les étudiants. Vraiment une solidarité interne. Alors, dans le reportage, la ministre annonce l'ouverture d'un numéro d'urgence pour mieux connaître les aides auxquelles on a le droit. Les étudiants, ils manquent de ces informations-là ? Les étudiants, ils manquent toujours de ces informations-là, oui, mais peut-être ce qui manque davantage qu'une ligne de numéro d'urgence pour faire connaître ces informations-là, ce sont des moyens humains derrière qui vont pouvoir traiter les demandes des étudiants et les accompagner. Nous, ce qu'on pointe, en tout cas nous les représentants étudiants, c'est qu'on manque de premier contact vis-à-vis des étudiants qui sont dans des situations de précarité, parce que c'est des étudiants qui vont moins à l'université, donc qui consultent moins les responsables administratifs et les enseignants en règle générale. C'est des étudiants auprès desquels on a du mal à avoir des contacts. Finalement, mettre cette ligne d'urgence, c'est mettre un petit pansement, mais c'est pas soigner l'hémorragie qu'il y a depuis longtemps. Ce que vous me confiez tout à l'heure aussi, c'est qu'il faut identifier cette précarité, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Il faut savoir d'où elle vient et il faut savoir y apporter une réponse juste et adaptée. Et aujourd'hui, les aides qui sont proposées par les Crous sont insatisfaisantes ou en tout cas insuffisantes. Merci Pierre-Antoine d'être venu sur notre plateau. On arrive à la fin de cet entretien. Je le rappelle, vous êtes vice-président des étudiants à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Un métier sur 2 évoluera profondément d'ici 10 ans. Le gouvernement met en place un nouveau service public pour trouver des offres de formation de façon simplifiée via une application. Mon compte formation a été lancé jeudi au campus des services de l'automobile et de la mobilité par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Édouard Philippe, Premier ministre. Reportage de Manon Varaldo. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Édouard Philippe, Premier ministre, ont lancé l'application Mon Compte Formation au campus des services de l'automobile et de la mobilité à Guyancourt. Cette application permet de s'inscrire directement en formation sans passer par un intermédiaire. L'objectif, faire décoller la formation professionnelle en France. Il y a simplement une personne sur 3 qui va en formation chaque année. Mais il y a beaucoup plus d'aspiration à évoluer et puis il y a beaucoup plus aussi d'évolution des métiers. On sait qu'on avait en France un accès à la formation professionnelle qui était très en deçà des besoins, très en dessous de ce qu'on pouvait faire, et probablement parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas leurs droits. Mon compte formation permet de connaître ses droits à des formations, puis de trouver, de réserver et de payer la formation de son choix. Ça peut être vouloir changer de métier, changer d'entreprise. Pour un demandeur d'emploi, c'est trouver un emploi. Et avec une qualification, on a 3 fois plus de chances de trouver un emploi. L'application est ouverte à tous les salariés et demandeurs d'emploi. Patrick Pereira, salarié d'une entreprise de déménagement, souhaite se former au permis pour chariot élévateur. Il s'inscrit en direct avec son numéro de sécurité sociale, son email et en créant un mot de passe. Et c'est parti. Et c'est parti. Demande d'inscription. Et là, l'organisme de formation a 48 heures pour répondre. Le compte est crédité de 500 € par an, 800 pour les salariés non qualifiés. Les formations diplômantes ou certifiantes tournent autour des 1 400 €. Il n'est pas très courant qu'on dise à 25 millions de Français, c'est beaucoup quand même 25 millions de Français, vous avez un droit et vous ne l'exercez pas aujourd'hui, mais grâce à ça, vous allez pouvoir l'exercer. Plus de 100 000 formations sont proposées actuellement sur Mon Compte Formation. Et après la formation professionnelle, la retraite. Pour faire de la pédagogie sur le projet de réforme en cours, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye s'est rendu à Vélizy lundi. Une réunion publique où la centaine de personnes présentes a pu poser des questions et interpeller le monsieur retraite du gouvernement. Une réforme toujours en débat sur laquelle certains points sont encore en réflexion. Jean-Paul Delevoye au micro de Nicolas Dandry.
Quand on est dans l'universalité des droits, c'est les mêmes règles pour tous, à métier identique, retraite identique, et tout ce qui ne justifie pas une spécificité, une particularité, comme les artisans, les commerçants, les professions libérales ou les professions régaliennes qui assurent notre sécurité, tout cela intégrera le régime universel. Ça, c'est un vrai débat, vous savez, entre l'âge d'équilibre que j'ai proposé et celles et ceux qui souhaiteraient une durée de cotisation individuelle. C'est en cours de débat, ceci sera tranché d'ici la fin de l'année. Il s'alarme d'un hôpital public à bout de souffle. Les personnels soignants des hôpitaux ont mené une journée de mobilisation jeudi 14 novembre. Entre 7 000 et 10 000 personnes ont par exemple défilé dans la rue à Paris. Dans les Yvelines aussi, les hôpitaux se sont mobilisés, au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, à l'hôpital François-Quesnay de Mantes-la-Jolie et ce que vous voyez à l'image à l'hôpital André Mignot du Chesnay. Un représentant syndical de ce dernier était en plateau du 7-8 journal mardi soir. Ce que demande le personnel hospitalier, ce sont des moyens, donc du budget, des augmentations de salaire. Nos salaires sont gelés depuis 10 ans. Enfin, c'est juste plus possible de vivre aujourd'hui. On survit. Les agents demandent 300 € minimum d'augmentation et pas des primes, de l'augmentation. Et puis on demande du personnel. On manque de personnel dans les hôpitaux. On est au service minimum tous les jours. C'est plus possible de continuer comme ça. Enfin, on a eu des vagues de suicides là depuis quelques années et on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. C'est bien intenable. Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont présenté leur plan d'urgence pour l'hôpital, notamment 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur 3 ans, dont 300 millions dès 2020, la reprise en partie de la dette des hôpitaux à hauteur de 10 milliards sur 3 ans et plusieurs primes pour le personnel soignant, des annonces qui ne conviennent pas à plusieurs syndicats et collectifs. Ils attendaient une hausse nette des salaires et confirment la journée de mobilisation prévue le 30 novembre et une nouvelle le 17 décembre. Un mot d'économie à présent, plus de 700 entreprises rassemblées au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour la 4e édition du Sky Business Day jeudi. Une convention d'affaires pour faciliter les rencontres entre grandes entreprises, TPE, PME et start-up du territoire. Des rendez-vous d'affaires qui s'enchaînent, un village de l'innovation pour découvrir les nouvelles idées des start-up, le tout dans diverses compétences de l'aéronautique au tourisme. On est là pour conserver aussi, pour que les entreprises de Saint-Quentin, elles sont 17 000 je crois, eh bien elles travaillent encore plus ensemble et que surtout les petits puissent plus facilement avoir accès aux gros. Parce que c'est quand même deux mondes différents. Pour avoir accès à une boîte du CAC 40, quand vous avez une petite boîte de moins de 10 personnes, c'est quasiment impossible. Donc on est là pour résoudre ce problème, rapprocher les petits et les gros, que les gros aident plus les petits, parce que bien sûr, et c'est le cas, c'est une réussite, ça fait la 4e fois, les petites entreprises nous remontent ça, et les grosses aussi, d'accord. Et vous pouvez retrouver le reportage complet de Nicolas Dandré et Patrick Jade-Dixmuth sur notre site internet et notre application mobile. Google souhaite valoriser l'inclusion via le numérique. Pour cela, la société a créé le Google Impact Challenge, un prix pour aider associations ou entreprises à réaliser ou conforter leurs projets. Mardi matin se déroulait la cérémonie et parmi les 10 finalistes O'Clock et Webforce 3, 2 centres de formation actifs dans les Yvelines. Aujourd'hui, en France, 13 millions de personnes sont encore éloignées du numérique. C'est en partant de ce constat que Google a décidé de lancer son challenge en France. Des prix récompensant des projets valorisant l'inclusion numérique. Nous savons qu'il y a des organisations vraiment innovantes ici qui ont des idées pour savoir être à proximité de l'inclusion et on voulait être à côté des meilleures idées des entrepreneurs à travers le pays et procurer l'aide dont ils ont besoin et de trouver au mieux des volontaires pour Google. Parmi les 250 candidatures, 10 projets ont été retenus finalistes. Chaque représentant avait 1 minute 30 pour séduire le jury et 3 minutes 30 pour répondre à leurs questions. Parmi eux, 2 centres de formation actifs dans les Yvelines, O'Clock, une école qui forme au métier de développeur web via des classes virtuelles. C'était vraiment un gros travail, à la hauteur de l'enjeu aussi. Le pitch était aussi beaucoup de stress, mais bon, maintenant que c'est passé, on peut en parler de manière assez apaisée et on est tous contents de l'avoir fait. Et Webforce 3 pour son programme de formation numérique dédié aux personnes en situation de handicap. S'ils ne font pas partie des 5 lauréats, comme tous les finalistes, ils remportent tout de même une dotation de 150 000 €. Je pense que ce qui va être très important, c'est que en plus de la subvention, de manière égale pour les 10 lauréats, il va y avoir du mécénat de compétences de Google et dans notre cas, c'est assez important parce qu'on a besoin d'une aide sur le plan technologique pour construire
ce dispositif Handy for Change. Les deux grands gagnants sont le Carillon qui propose des solutions d'accès au numérique pour les sans domicile fixe, prix du public, et Connexio qui aide les personnes en recherche d'emploi à accéder aux compétences numériques, premier prix du jury. Lutter contre l'antisémitisme à travers l'art. Depuis lundi, le théâtre Montancier se rend dans des lycées pour lire des textes d'Albert Cohen et Primo Levi, auteurs touchés par le racisme. Plus de 2500 élèves yvelinois sont concernés par la démarche. Mélanie Poquet a assisté à l'une des représentations. Antisémite, préparez-vous à savourer le malheur d'un petit enfant, vous qui mourrez bientôt. Albert Cohen publie ces mots en 1972. Il relate une histoire, son histoire, celle de ses 10 ans. Depuis le 18 novembre, Samir Siad les lit à des lycéens pour sensibiliser à l'antisémitisme. On parle de lecture, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois une lecture à voix haute, on fait passer les mots des auteurs, mais aussi une lecture dans le sens d'une interprétation. Donc forcément, et a fortiori face à de tels textes, on ne peut pas rester indifférent. Des lectures lancées par le théâtre Montancier, une vingtaine de lycées yvelinois l'accueillent en novembre et en mars. Le programme scolaire des lycéens fait qu'ils sont sensibilisés avec tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Ils abordent le sujet avec plus de notions, donc c'est plus facile de se diriger vers eux, d'autant que ces textes sont très porteurs. À Albert Cohen se joint Primo Levi qui témoigne de sa survie à Auschwitz, une lecture d'1 heure suivie d'un échange entre jeunes et comédiens. C'était très émouvant. On voit que certaines personnes peuvent vraiment se reconnaître dans le rôle du petit garçon. Ça m'a touchée parce qu'on retrouve vraiment le cours dedans en fait. C'est vraiment la même chose que ce que le prof nous raconte. Et c'est vraiment une histoire sincère, ça dénonce vraiment le racisme. On espère bien évidemment avoir l'occasion par la suite de sensibiliser nos élèves à d'autres types de discrimination et à faire en sorte que le vivre ensemble se diffuse le mieux possible. Plus de 2500 élèves seront ainsi sensibilisés sur ces 2 périodes d'intervention. Après 2 années de recul, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. Comment présenter un film et donner aux spectateurs l'envie d'aller le voir, c'est le rôle d'une bande-annonce. Pour la 5e année, la ville de Bois d'Arcy a décidé de la mettre en avant à l'occasion d'un festival. Il se déroule le samedi 23 novembre à partir de 20h au Théâtre de la Grange. L'objectif est de présenter cet art cinématographique un peu différent. Durant toute la soirée animée par le journaliste Vincent Perrault, le public va pouvoir voter pour sa bande-annonce préférée. Notez que le lendemain, la version junior se tient dès 15h. Cette année, on met en avant 2 thèmes principaux. Il y a évidemment les 50 ans du CNC, dans lequel il y a des bandes annonces qui sont restaurées et retravaillées par le CNC, qui vont être présentées et animées en partenariat entre Vincent Perrault et des services du CNC. Il y a toute une thématique sur Jean Dujardin, avec une rétrospective des différents films auxquels il a participé à travers ces bandes annonces, évidemment, et aussi ceux qui vont arriver. Il y a 30 ans, l'Organisation des Nations Unies signait à l'unanimité la Convention internationale des droits de l'enfance. Pour son anniversaire le 20 novembre, le service jeunesse de Montigny-le-Bretonneux a invité les enfants de la commune à fêter leurs droits à l'hôtel de ville. Les petits envahissent l'hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux pour fêter leurs droits. Le service jeunesse de la commune a organisé cette journée spéciale pour le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser les enfants déjà sur leurs droits. On est quand même sur une tranche d'âge 6-12 ans. Je pense qu'ils ont besoin de savoir et de connaître leurs droits, leur rappeler ce qu'eux aussi ont. C'est bien aussi à un moment donné de savoir ce qu'on a. De faire un état des lieux un petit peu dans ma ville. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est mis en place ? De nombreux ateliers étaient proposés, comme ce débat mené par les membres du conseil municipal des jeunes. Les enfants sont amenés à recréer une assemblée et doivent réfléchir à des solutions pour Camille, un garçon de 10 ans harcelé à l'école. Ça permet de savoir comment le conseil municipal fait pour chercher des trucs, pour s'occuper de la ville. Plus loin, un autre groupe réfléchit sur le droit de bien manger en recréant un des logos de l'UNICEF en fruits. Le droit de bien manger, le droit d'être en bonne santé. Exactement. Pourquoi vous avez utilisé des fruits ? Pour les vitamines.
Une pomme, un quart de clémentine, des myrtilles et de la cranberry pour un personnage symbolique de leurs droits. Une journée de fête pour tous les enfants au message important et bien digéré. L'Observatoire départemental des violences envers les femmes a révélé une étude en Seine-Saint-Denis sur la prostitution des mineurs. Les détails de nos confrères via Grand Paris. C'est une étude inédite sur la prostitution des mineurs. Elle a été révélée le 12 novembre en Seine-Saint-Denis par l'Observatoire départemental des violences envers les femmes. On s'aperçoit que de plus en plus en France, des jeunes filles se prostituent sur les réseaux sociaux. On n'est pas le seul département, mais comme on est le département le plus jeune, c'est sûr que nous avons plus des enfants à risque. Basée pour la première fois sur des dossiers directement issus des juges pour enfants, l'étude s'est penchée sur 19 cas, de quoi établir le profil des mineurs prostitués dans le 93. 1 sur 3, majoritairement des filles, a entre 13 et 15 ans. 89% des mineurs concernés ont été victimes de violences par le passé, violences qui dans 60% des cas provient de l'un des deux parents. Ces données ont été présentées pendant une journée à 800 professionnels du département. Objectif, mieux connaître le parcours des jeunes pour mieux agir. L'intérêt de ces journées, c'est former les professionnels, prévenir sur les violences, pouvoir identifier quand une femme est en danger, mais aussi comment les aider, comment les repérer et prendre en compte vraiment ce fléau. Parmi les pistes d'action, une meilleure surveillance des réseaux sociaux, une plus forte répression des proxénètes ou encore l'ouverture de structures spécifiques pour l'accueil et l'orientation des victimes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 6 000 et 10 000 prostituées mineures en France. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec des images d'enfants qui récitent leurs droits. Bon week-end sur TV78. On a le droit de se réunir. Le droit de jouer. J'ai le droit d'aller à l'école. J'ai le droit d'être logé. On a le droit d'être soigné. On a le droit de s'amuser. On a le droit de lire des livres.